Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pas... Oh, j'en perds déjà mes mots, c'est terrible dès le début. Non, oh, ça mériterait un peu de montage, mais j'ai pas envie. Donc, on part pour ce deuxième podcast du Swiss Motoboy Podcast. Bon, on va arrêter, l'intro va devenir beaucoup trop longue. Allez, je suis très content de vous faire ce deuxième podcast. Et ce deuxième podcast sera vraiment dans un sujet qui est actuellement extrêmement logique, je vais dire. On va dire ça comme ça. C'est clairement dans l'air du temps. Comme vous aurez vu, son nom c'est Winter is Coming. Aujourd'hui, on va parler un petit peu matériel pour l'hiver. En gros, qu'est-ce que je peux, moi, avec mon expérience, vous conseiller comme matériel pour éviter de vous transformer en glaçon après 10 minutes de route. Pour ça, on va faire un petit peu tout le corps. On va faire de haut en bas dans les grandes lignes et je vais vous donner mes petits conseils. Je me considère très clairement comme une grande frileuse et que j'ai froid pour un rien et que donc je cherche le meilleur. C'est-à-dire que parmi vous, ceux qui sont le type de personne à se promener encore en t-shirt en plein hiver, peut-être que ça ne vous sera pas méga utile ou que vous pourrez en tirer la base. Mais pour les personnes qui auront très froid, vous pouvez vous dire que je suis à mon max actuellement par rapport à mes recherches. Donc pour commencer, on va commencer de haut en bas, comme je disais. On va commencer par la tête. Alors là, il n'y a pas de miracle pour moi. Le casque intégral, c'est la base. De toute façon, pour des raisons de sécurité, le casque intégral, c'est la base. Voilà. De toute façon, si tu veux pas risquer de perdre un menton ou un bout de ton visage dans un accident, le casque intégral. Et ce qui est très bien, c'est que vu qu'il est intégral, il te protège aussi pas mal de l'air frais qui t'arrive dessus. Faut essayer de trouver un casque. Alors là, après, ça dépend des modèles, qui a le moins d'entrée d'air par les petites ouvertures au niveau de la visière, etc. Là, il n'y a pas de miracle, ça c'est de l'essai. Je sais que moi, je roule maintenant depuis le début avec un Shoei et que si tu le fermes bien, t'as pas trop de soucis à faire, faut juste bien clipser partout. Mais je pense qu'il y a plein d'autres marques. Et puis ça, de toute façon, vous n'allez pas acheter spécialement un casque pour l'hiver. Il faut juste espérer que le vôtre fasse bien le boulot. Après, bien entendu, le problème avec le casque, certains ont envie de dire, mais moi, après 2 minutes dans le casque, j'ai de la buée partout. Alors effectivement, c'est la problématique de base à moto. Pour ça, il existe... Alors, j'ai plus le nom exact et j'ai essayé de chercher, j'ai pas réussi à trouver. Donc voilà. Mais il existe en fait un film plastique que tu peux coller à l'intérieur de ta visière et qui va te protéger de la buée. Normalement, chaque marque a le sien ou en tout cas vend le sien par rapport à ses visières, vu que chaque visière est différente. Donc moi, je conseille de toute façon de prendre celui de la marque. Comme ça, c'est parfaitement fait pour la visière. Il faut quand même noter que c'est clairement des consommables. Alors de toute façon, tout l'équipement moto, on dit mais c'est un consommable, c'est pas quelque chose que vous pourrez garder 30 ans. Mais là, c'est encore plus, c'est-à-dire que moi, mon dernier, là, je l'ai mis pendant environ 2 ans, et là, je commence à avoir des points de faiblesse où la buée commence à arriver. Alors, dans les grandes lignes, ça, c'est encore bien, mais voilà, l'hiver prochain, ce serait trop, tu vois. Donc, effectivement, il faut aussi penser à le remplacer pour éviter de se retrouver dans une situation bête. Mais voilà, donc casque intégral ou casque jet à la limite, ça, c'est à vous de voir, mais moi, pour ça, pour protéger la tête, voilà, le truc le plus fermé possible. C'est logique que c'est ce qui marchera le mieux. Ensuite, on descend un petit peu au niveau du cou. Le cou, alors là, disons que j'ai jamais trop eu de soucis au niveau du cou. C'est-à-dire que très vite, dès le début de la moto, j'avais reçu un tour de cou polaire. Alors déjà, de toute façon, moi je conseille le tour de cou et pas l'écharpe. Soyons clairs, parce que l'écharpe, il y aura toujours, si tu la mets mal, et il y aura toujours un endroit, il y aura un trou. Le tour de cou, au moins, voilà. C'est fait, tu l'enfiles, c'est fini, ça bouge plus. Donc un tour de cou, moi j'ai vraiment un tour de cou avec l'intérieur polaire. Et donc franchement, ça fait très bien le travail, en tout cas pour des trajets de, disons, maximum une demi-heure. Moi, j'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Il faut bien penser, moi je pense bien à le caler au niveau du menton, donc juste en dessous de la bouche pour éviter qu'il devienne tout mouillé. Mais de le caler et puis de le coincer sous l'accroche du casque afin de vraiment pouvoir... bien le bloquer, qui ne bouge plus, et puis ensuite, en bas, bien sûr, vous le bloquez au niveau du cou dans la veste, et puis après, franchement, pas de souci. J'ai
quand je savais que j'avais des trajets un peu plus longs à faire, j'ai aussi pris l'habitude, parce que j'ai des tours de cou toute la saison pour m'éviter certaines piqûres d'insectes. Et donc, j'ai tendance parfois à me prendre mon tour de cou d'été aussi et à le mettre en dessous pour faire comme une double couche. Et ça marche pas trop mal non plus. Donc voilà. Là, à mon avis, bon, faut pas en mettre trop, mais je pense un polaire pour faire une bonne protection, voire après un second pour faire encore une protection supplémentaire. Je pense que à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Au niveau du torse, pour certains, tu vois, il suffira de prendre l'équipement mi-saison, donc la veste un petit peu plus chaude ou le cuir pas perforé, etc., et de mettre un pullover en dessous et ça suffira. Moi, je suis pas du tout dans ce cas-là. Actuellement, j'utilise une de ces vestes de conducteur de GS, si vous voyez. Normalement, vous devriez voir. C'est un peu la veste passe-partout, toute saison, que tu sois dans le désert, dans la neige, dans le truc, ça te fait l'affaire. Et après, la différence va se faire au niveau de l'équipement que tu portes en dessous. Donc en gros, tu prends un équipement. Moi, j'ai décidé de prendre quand même un équipement moto et après de dire je complète en dessous. Mais l'équipement en lui-même protège déjà extrêmement bien. En tout cas, et un très bon coupe-vent. Et ensuite, il n'y a plus qu'à compléter avec du chaud en dessous. Qu'est-ce que je mets en dessous? Alors, c'est bien entendu une polaire, une ceinture de rein. Ça, très important. Déjà, ça, c'est très bien pour votre dos. Et surtout, ça vous donne une belle source de chaleur. Et j'ai aussi trouvé, et ça, c'est vraiment pas à chercher spécialement dans la moto, un gilet chauffant. Donc voilà, avec une petite batterie que tu branches. Et puis, il chauffe à certains points. Il y a des plaques chaudes. Ça, je peux que vous conseiller si vous en trouvez un. Si vous êtes très frileux, ça va vous amener une source de chaleur. Malheureusement, il chauffe. Moi, le mien ne chauffe pas partout au niveau du torse, mais il a des zones comme ça de chaleur. Et effectivement, c'est très très agréable et ça peut vraiment vous sauver la mise sur une plus longue balade. Mais donc moi, de toute façon, j'ai vraiment cette tendance à dire, tu mets plusieurs couches. Plus t'es fatos, plus ça tient. Et après, le souci quand tu as beaucoup de couches, c'est de pouvoir chauffer toutes ces couches et éviter de se retrouver dans une situation désagréable que tu n'arrives pas toi-même avec ton corps à chauffer ces couches et donc elles te servent à rien. Là, avec le gilet chauffant, ça va te permettre d'avoir une deuxième source de chaleur. Tu auras ta propre source qui va chauffer les premières couches et tu as une deuxième source qui va aider à chauffer les autres couches, qui permet gentiment de faire un joli petit environnement pour ton torse. Cette phrase est débile. Maintenant, effectivement, c'est un budget. Ça veut dire que j'ai presque acheté une veste pour l'hiver. Je l'utilise aussi en fin de saison. Mais dans l'idée, j'ai acheté une veste presque pour ça, quoi. Effectivement, si tu as moins de budget, mon meilleur conseil, parce que je l'ai fait pendant 1 ou 2 hivers quand même, c'est la veste de ski. Alors, une bonne veste de ski, pas une veste de ski trop chère, parce qu'il faut quand même penser que elle est un poil maltraitée, quoi, parce qu'elle a quand même tendance à se prendre toute la saleté qui lui est jetée dessus. Pas comme au ski où théoriquement elle est quand même bien moins salie. Donc prenez pas une veste à laquelle vous tenez énormément comme ça, mais juste vous achetez une bonne veste de ski. Et vu que c'est pensé pour pouvoir vous tenir chaud à quand même une certaine vitesse et en altitude, etc., elles font extrêmement bien le travail. Et après, bien entendu, il faut encore travailler avec les sous-couches pour, si jamais, encore compenser s'il y a un manque. Et je pense que ça, c'est un truc très efficace au niveau température. Maintenant, bien entendu, il faut penser que une veste de ski, il n'y a pas de protection dedans. À ce moment-là, je décidais entre est-ce que je choisis la chaleur ou est-ce que je choisis la protection. Et vu que mort de froid, t'as plus besoin d'être protégé, je préférais la chaleur, pardon. Mais voilà, c'est une réflexion à avoir. Et c'est vrai que tu pourrais acheter, il existe des genres de gilets de protection, ça aussi je l'ai déjà utilisé en hiver, mais bon, ça fait une couche en plus, quoi. Et c'est vrai que si tu vas travailler comme ça, d'avoir un de ces gilets de motocross ou comme ça, ouais, ça fait un peu spécial. Mais ça peut être une solution pour combiner avec la veste de ski et quand même avoir un certain niveau de protection. Pour les jambes, j'ai très très longtemps utilisé juste le jeans, ce qui était un gros regret pour moi. J'ai ensuite acheté des sous-pantalons que je mettais. Alors ça aide un moment, mais c'est pas du tout un miracle quand même, hein. C'est vraiment pour les mini-trajets, ça peut te sauver. Mais déjà pour 30 minutes, moi, c'était mort. Moi, mon meilleur conseil à ce niveau-là, et en plus ça va dans la sens de la protection, c'est tu achètes un pantalon de moto avec des protections de genouillères, etc. Et franchement, ça fait super bien le taf. En tout cas, dans mon cas, 30 minutes, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je l'ai fait il y a 2-3 jours. Ça tient super bien chaud. Les jambes ne sont pas congelées après. Et en plus, d'une certaine façon, tu as quand même le genou qui est la première chose qui va être
touché par le froid. Et souvent, si tu as une bonne protection par-dessus le genou contre les chutes, c'est aussi un bon coupe-vent, en fait. Donc, les bons pantalons de moto, et je parle vraiment des pantalons tissus, là, je peux que conseiller. Moi, j'en ai déjà eu 2 différents. Et les 2 m'ont jamais déçu à ce niveau-là. Et en plus, si tu tombes, tu es protégé. Sinon, l'autre possibilité, c'est effectivement de nouveau le pantalon de ski. Et ça, voilà. Je l'ai aussi utilisé pendant un certain temps. Le pantalon de ski, ça te fait des miracles de nouveau. En tout cas, 30 minutes, je pense que tu n'auras pas spécialement de soucis de froid. Et ensuite, il faut toujours voir pour peut-être mettre encore un sous-pantalon en couche de protection, ou etc. Mais sans souci, tu vois, si tu dois aller travailler, je sais pas, t'as en jeans ou un petit pantalon, tu mets le pantalon de ski par-dessus. Et après, c'est tout bon, tu vois. Là, je vais juste faire un petit à côté parce que je pense que c'est important de le mentionner. J'en avais parlé une fois avec quelqu'un au fitness d'ailleurs. Ça n'avait aucun lien, mais voilà. C'était quelqu'un d'un certain âge qui me disait que lui, quand il allait faire du ski, à l'époque, il y avait ce souci qu'il y avait énormément de fractures. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore des aussi bons pantalons que maintenant. Et qu'en fait, les jambes étaient comme congelées d'une certaine façon. Parce que déjà, tu as le côté du télésiège où tu es juste assis et tu prends le vent froid. Et après, en skiant, pour finir, c'est sportif, mais pas non plus le truc le plus sportif, parce que pour finir, tu dois quand même juste te laisser glisser vers le bas. Et donc, il y avait un nombre de fractures absolument fou. En fait, il s'agissait vraiment que les os devenaient glacés. Donc, tu te dis que c'est pas bien pour le corps. Et donc, après, il suffisait d'un choc, même pas trop violent, pour que ça pète, en fait, tu vois. Et donc, tu avais des fractures, alors qu'il n'y avait même pas eu vraiment de chute ou de trucs, ou pas des choses qui devraient de base. Et donc, de ce fait, il y a eu ce renforcement. En fait, ils ont vraiment renforcé les pantalons de ski, surtout sur l'avant, afin de protéger, de garder plus au chaud les skieurs. Et c'est vrai qu'il disait que pour lui, voilà, il y avait vraiment un avant et après au niveau du nombre de blessures à ski. Donc, c'est important, et je pense vraiment que nous, motards, on est extrêmement soumis à ça, et voire pire même, parce qu'on peut être soumis à ça à des vitesses encore plus rapides. Alors, tu es peut-être à une moins haute altitude, mais tu as une vitesse plus forte, donc le froid se ressent très fort, et je pense très certainement que moi-même, j'ai déjà été dans des situations comme ça, où si j'avais fait une chute toute bête, et je dis même pas en moto, juste tomber après être descendu de la moto comme ça, j'aurais pu me péter, parce que j'avais les jambes tellement froides, et ça me prenait tellement de temps à les réchauffer par la suite, que tu te disais, c'est pas, ce que je fais là, c'est pas bien pour mon corps. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à vous dire, protégez-vous contre le froid, même si c'est pour des petits trajets. C'est chiant de ouf, je peux le comprendre, je suis le premier à le dire, mais pensez vas-y, je prends le pantalon de moto, je prends la bonne veste, je mets plus de couches, au pire je prends un sac à dos vide avec pour essayer de mettre le maximum de trucs dedans, mais protégez-vous, parce que c'est des choses, je pense que ça peut laisser des séquelles avec le temps, très clairement. Donc voilà, c'était le petit c'était le petit truc sécurité. Ce que je peux encore dire sur les sous-pantalons moto, moi j'ai par exemple acheté un sous-pantalon haut de l'eau. Ils vendent des modèles où ils annoncent fait pour des températures de genre moins 30 degrés. Alors dans la théorie, pas vraiment, mais c'est des pantalons qui sont quand même renforcés à certains endroits avec aussi de la polaire, et qui sont vraiment pensés pour être des sous-pantalons. Franchement, ça coûte un certain prix, mais ça fait un très très bon travail. Et effectivement, si tu combines ce pantalon-là avec en plus un pantalon de moto, en général, si tu fais une promenade de 5 heures dans le froid, tu vas tenir un bon moment, je pense, avant de vraiment avoir froid. Si ce n'est pour les plus solides d'entre vous, ça fera le travail, quoi. Au niveau des mains, là, ça dépend du budget que vous avez. Très clairement, moi, ce que je conseillerais, et je le conseillerais seulement par rapport à ce que j'ai entendu d'autres personnes, parce que moi, j'en ai pas moi-même, c'est d'acheter des bons gants chauffants. Ça coûte son prix, c'est vraiment un investissement d'hiver, c'est-à-dire que, en été, tu vas pas utiliser des gants chauffants, logique. Donc, c'est vraiment, faut voir si vous êtes financièrement solide. Ce qu'il faut quand même noter, j'ai un ami, et d'ailleurs ma copine, les deux ont des gants chauffants. Ils disent que ça fait plutôt bien le travail. Il faut juste se noter, en tout cas mon pote m'a dit que les siens en puissance maximale de chaleur, ils tenaient 30 minutes. Donc ça veut dire que voilà, si tu as 1 heure de route aller-retour, faut que tu les charges au bureau, tu vois. C'est pas incroyable, mais ça mérite quand même d'être pris en compte, parce que ça fait quand même que tu as une zone de chaleur tout autour de toi, et les mains, c'est quand même une des choses, si ce n'est la chose qui est le plus
face au vent et qui n'est absolument pas protégé contre le froid. De nouveau, si le budget est moindre, moi j'ai déjà essayé plusieurs fois des gants chauds de moto, il n'y en a jamais aucun qui a été suffisamment efficace pour moi. J'ai roulé il y a encore 2 jours avec des gants quand même très chauds de moto et je suis rentré avec les mains congelées. Donc moi ce que je conseille c'est les gants de ski de nouveau. Vous pouvez quand même en acheter de la bonne qualité pour pas très cher. Et franchement c'est de nouveau le top en termes de chaleur. Vous pouvez en plus compléter ça avec de nouveau des sous-gants, par exemple de la marque Odlo, mais il y en a aussi d'autres, pour faire comme une double protection. Mais voilà, les gants de ski, t'as pas la protection, mais alors pour le reste, c'est du génie. Et puis, petite chose en plus, il y a certaines motos qui ont des poignées chauffantes. Et moi-même, j'ai depuis peu sur ma KTM les poignées chauffantes. Soyons clairs, pour moi, et pour les avoir utilisées dans des conditions où j'avais très froid aux mains, et pas des très bons gants d'ailleurs, c'est clairement un pur gadget. C'est-à-dire que ça va vous aider à pas avoir froid aux mains. Ça ne va absolument pas vous empêcher de ne pas avoir froid aux mains. C'est, comment dire, tu vas avoir, en fait, ça va te faire une sensation très bizarre parce que je l'ai déjà eu plusieurs fois. Ça veut dire que la paume de ta main, donc celle qui est en contact, le plus près du contact avec la poignée, elle va être chaude et le dos de ta main va être froid. Donc pour moi, clairement, je compterais personnellement pas dessus. Moi qui ai très très vite froid aux mains, c'est un petit plus sympathique et certainement que ça va te permettre de garder les mains au chaud un petit peu plus longtemps que prévu. Mais c'est pas, il faut pas te dire ah moi j'ai les poignées chauffantes, je garde mes gants d'été et puis je vais comme ça au boulot. Et ensuite pour terminer les pieds, je dois vous avouer que c'est l'endroit où j'ai le moins recherché. Il y a 2-3 jours j'ai fait un trajet alors qu'il faisait très très froid avec des chaussures de moto simplement. Et je suis rentré, j'étais bien. C'est vraiment l'endroit où je peux moins vous conseiller. Ce qui est sûr, c'est que vous évitez les chaussures de ski. Hein. Déjà, c'est pas du tout confort. Vous allez galérer à changer les vitesses. et puis, et puis, vous risquez en plus d'abîmer la moto et vos chaussures de ski. Non. Peut-être des bonnes chaussures de neige pourraient faire l'affaire. Maintenant, il faut voir pour que tu puisses encore changer les vitesses. Vraiment, à ce niveau-là, j'ai pas de conseils. On pourrait quand même, j'ai entendu parler qu'il existait, tout comme les gants chauffants, des semelles chauffantes que tu dois aussi charger. Franchement, à voir si c'est agréable, mais ça pourrait mériter. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des gants chauffants ou par exemple des bonnes solutions au niveau des pieds, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. Parce qu'effectivement, je suis toujours en recherche d'amélioration par rapport au froid et je suis preneur de tout conseil d'ailleurs aussi pour les restes du corps, mais considérez-moi comme extrêmement frileux, donc si vous vous baladez en t-shirt chez vous à 18 degrés, il faut vous considérer que vous avez une bien meilleure résistance au froid que moi et que sûrement vos conseils seront peut-être pas méga utiles. En tout cas, ce que je veux encore pour terminer dire, les très frileux comme moi, je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur de vous éloigner un petit peu de l'équipement moto pour avoir chaud. On peut toujours essayer de trouver des solutions pour être quand même protégé au mieux. Il faut trouver un équilibre, un jonglage qui vous convienne, voire même, bêtement, déjà juste de prendre l'habitude de juste mettre tout le temps un coupe-vent, donc genre Kawe ou comme ça, par-dessus votre équipement moto, pour juste mieux vous protéger déjà du vent. Ça peut déjà faire énormément de choses. Protégez-vous, c'est très important. Soyez au taquet par rapport au froid, parce que je pense que ça risque d'amener, si vous le faites trop souvent, à mettre votre corps dans des conditions très froides, des problèmes pour votre futur et de trimballer un problème comme ça, un problème musculaire ou je ne sais quoi, je suis pas médecin du tout, hein, sur le restant de tes jours parce que pas assez protégé, surtout si c'est parce que si tu t'es pas assez protégé pour des raisons de flemme, quoi. Enfin voilà. Et maintenant, on passe à la partie story time. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé, c'était la semaine passée. C'était un petit peu fou et je vais vous expliquer pourquoi, en tant que youtubeur entre guillemets ou créateur de contenu, j'ai eu un somme infini. Mais pour vous mettre dans la situation, c'était un matin, c'était l'heure d'aller travailler, donc j'étais en route, j'étais à moto, en route pour aller travailler. Et j'ai tout d'un coup, en fait, en arrivant vers un croisement où je dois pouvoir tourner à gauche, en fait, pour vous faire simple, c'est juste une route principale, donc dans les deux sens, ou dans le sens où moi je vais, il y a une voie centrale qui permet de tourner à gauche par la suite. Ce croisement dans sa totalité est géré par des feux. Et en gros, du moment où les feux se mettent au vert, et ben autant les deux voies qui vont tout droit que la voie qui permet de tourner à gauche passent en vert au même temps. Ce qui fait qu'en fait,
t'es obligé un petit peu, si tu veux arriver à l'heure au boulot, ou en tout cas si tu veux pas pointer 25 minutes, parce que c'est une route quand même qui est pas mal prise, t'es obligé de t'avancer pour pouvoir attendre, dans le pire des cas, que le feu devienne de nouveau rouge pour tout le monde, afin que tu aies juste le temps de te faufiler. Voilà. C'est quelque chose que tout le monde fait à cet endroit-là. En gros, tu peux, dans les grandes lignes, tu as environ 3 véhicules, je dirais 3 voitures, si ça avance bien, qui ont la place pour pouvoir tourner. Ce jour-là, j'étais 3e. En gros, alors en moto, souvent, tu arrives un peu à te faufiler s'il faut, tu vois, tu peux encore vite tirer la place. Mais voilà, il y avait la voiture fouteuse de merde juste devant moi et une voiture encore devant. Donc elle était comme bloquée. Alors je sais pas ce qui s'était passé avant, si ça faisait 45 minutes qu'il roulait derrière sa bagnole, qu'il roulait pas à la bonne vitesse, j'en ai aucune idée. Moi je suis vraiment arrivé à ce moment-là. Et là, en fait, donc la voiture, la toute première, s'avance pour se mettre en mode, ben voilà, dès qu'elle a une occasion, elle tourne. La seconde la suit, donc se colle à elle derrière. Et moi, ben à ce moment-là, je les suis aussi. Donc on est les 3, on a passé la ligne du feu rouge. Et là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je vois qu'il y a une merde qui risque de se passer, mais je comprends sur le moment pas tout de suite ce qui se passe. Mais en gros, la voiture, donc la seconde, va décider, pour une raison qui m'échappe, et alors que dans le sens inverse, donc la voie qu'on doit traverser pour pouvoir tourner à gauche, ça roulait. Il y avait des voitures qui venaient constamment. Elle décide de vouloir passer. J'ai encore jamais vu ça. C'était du pur génie dans la stupidité humaine. C'était vraiment incroyable. Et donc, elle force. Et moi, je suis là, mais what? Et il faut vous imaginer ça, c'est que déjà, ben, elle n'a pas une bonne visibilité à cause de la voiture de devant. Elle force. Et là, ben, il y a une voiture qui arrive, qui doit taper le plus beau freinage d'urgence de sa vie. L'autre ben, flippe quand même, donc il freine. Donc ça fait que ça s'arrête 2 secondes. Et après, il repart et il démarre. Donc moi, j'étais derrière, j'étais là, oh là là, mais quel enfer, mais quel couillon celui-là. Non, mais ça va pas la tête. Tu voyais la dame dans la voiture qui a dû planter les freins, qui était choquée de ce qui venait de se passer, parce que ça n'avait aucun sens de faire ça. Parce qu'il faut vraiment vous dire, c'était pas une situation où tu avais peut-être une voiture tous les, je dis au hasard, 100 mètres qui arrivait, et que donc, bon, bah, si tu faisais bien ton timing, ça passait. Non. Là, c'était continu les voitures. C'est-à-dire que ça roulait, quoi. Il y avait une voiture tous les 10 mètres, distance de sécurité, quoi, tu vois. Donc, tu n'as aucune chance de pouvoir te glisser entre les deux, quoi, tu vois. Et même en moto, tu vois, j'aurais jamais tenté ça en moto, même si j'avais la moto la plus puissante sous la main, c'est débile, quoi, tu vois. Ça pouvait pas bien se passer. Le fait est que ensuite la voiture devant moi s'engage dès le moment où en fait le feu en face, enfin le feu principal est redevenu rouge, ben on a vite le temps de s'engager, donc elle s'engage et tourne tout de suite dans une petite ruelle. Et moi, je la suis. Et je me retrouve bêtement derrière la voiture qui venait de faire la griller. Donc effectivement, sur le moment du croisement, elle avait peut-être gagné un bon 30 secondes, 1 minute. Mais le fait est qu'elle attendait au prochain endroit où il y avait un stop et où il y avait des véhicules qui attendaient pour pouvoir s'engager de nouveau sur une route. Ce qui veut dire que le type a risqué la vie. Donc déjà, il a risqué sa propre vie d'une certaine façon. Il a risqué la vie d'autres personnes. Voir si ça voulait vraiment mal se passer. J'étais pas du tout en danger dans cette histoire. Mais moi, en tant que motard, si vraiment le choc était énorme, ça pouvait me revenir aussi un peu à la figure, tu vois ce que je veux dire. Donc, il a risqué la vie de tout un petit croisement avec plusieurs personnes, ou en tout cas la santé physique de plusieurs personnes, pour absolument rien. C'est-à-dire que moi, après, je suis arrivé à sa hauteur. Lui, il partait, je crois, à gauche. Moi, je suis passé à droite et je suis parti. C'est-à-dire que le type a pris tous ses risques pour absolument rien du tout. Et j'ai quand même eu le réflexe, et je pense que, je sais même pas s'il m'a vu, mais je lui ai fait un signe en mode t'es un petit peu taré, gaillard. Je pense que vous avez déjà vécu des trucs de ce genre-là, et moi, bah voilà, c'était pas la première fois que je voyais des gens qui faisaient des trucs cons, mais à ce niveau-là, j'avais encore jamais vu. Tu vois des gens qui ont de la peine à rouler, qui sont pas sûrs d'eux, qui font de la merde, mais là, c'était de la stupidité pure et dure, et surtout que quand tu connais cette zone, tu sais que du moment où tu as passé ce croisement-là, tu vas arriver à un nouveau croisement pour t'engager de nouveau sur une route principale. Et sur celle-là, c'est presque impossible que tu passes comme ça du premier coup. Ce qui, moi, m'a foutu un seum absolu en termes de créateur de contenu, c'est que ce jour-là, alors j'ai toujours la GoPro avec moi, mais elle n'était pas chargée. Donc ce matin-là, vu que tous les matins, en général, je l'allume, bah là, je ne l'avais pas allumée, vu qu'il n'y avait pas de batterie. Et c'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent parce que bon, bah voilà, j'oublie de la charger, je me dis bon, tant pis, au pire, si j'y pense, je la charge au bureau, comme ça je leur mets un peu de batterie, en me disant s'il se passe quelque chose. Mais tu vois, il se passe jamais rien, sauf ce jour-là, voilà.
Et ça, c'était... Là, on était... Alors, j'allais dire road rage, pas vraiment, mais c'était clairement une vidéo de road rage qui aurait pu aller méga loin. Alors, tu vois, moi, ça me touchait pas directement. J'avais aucune raison de m'énerver sur la personne. Mais, ou tu sais, ces vidéos, ces compiles de Stupid Driver ou des trucs comme ça aurait été incroyable. C'était une des meilleures vidéos, je pense, que j'aurais vues, où tu te dis vraiment pourquoi il a fait ça. Tu ne comprends pas, mais tu sais que ça aurait pu être assez grave. Voilà. Après, bon, par chance, il s'est rien passé. Et heureusement qu'il y avait pas mal de circulation. Les gens ne roulaient pas super vite. C'est une zone 50, mais là, ils ne devaient même pas être à 50. Je pense qu'ils étaient à 40. C'est aussi pour ça que la dame a réussi à freiner. Mais je me dis parfois, quelle est ton idée là derrière? Même si, effectivement, tu as le type le plus chiant de la planète. Parce que j'ai souvent affaire à des gens comme ça qui, tu es dans une zone 80 et les types, ils n'arrivent pas à taper plus qu'un 60 km/h. Et tu arrives dans une zone 50. Et là, tu te dis, bon, au moins, ils vont taper 50. Et puis, ils arrivent à te descendre à 30. Je pense qu'on en a déjà tous eu et tu as juste envie de passer devant, complètement d'accord, mais fais-le intelligemment. Si tu risques la vie de quelqu'un ou la tienne en faisant ce que tu veux faire, ça ne vaut pas le coup. C'est arriver dans un cercueil, c'est pas arriver plus vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou se retrouver en tôle parce que t'as ôté la vie à quelqu'un avec ta bêtise, c'est pas arriver plus vite là où tu veux arriver. Donc, ce qu'il faut en retenir de cette histoire, c'est de 1 pour moi, toujours garder la caméra chargée, et j'espère que ça... non, j'espère pas, mais j'aimerais bien en avoir un comme ça, parce que franchement, c'est le genre de truc, je pense que ça marche bien sur YouTube et tout, si tu la postes juste comme ça, tu sais, bad driver. Et puis, surtout, ne vous pressez pas pour rien, ne dépassez pas sans être absolument sûr de vos dépassements, ne faites pas des actions débiles, et encore plus à moto, parce que autant là, ça aurait fait sûrement de la casse matérielle. C'est con, mais voilà. Mais vous, si c'était une moto à la place de ce gars, au meilleur des cas, c'est juste une jambe en pâté, quoi, voilà. Mais je pense qu'aucun motard n'est assez con pour tenter un truc comme ça. Franchement. Donc, de toute façon, ça me fait pas peur, mais voilà. C'était le petit story time. Et franchement... Ah! Pourquoi j'ai pas ma caméra qui était chargée? Terrible. Et je peux vous dire, hein, dès le début, dès que je suis arrivé sur le spot et que j'ai vu un peu les mouvements du gars avec sa bagnole, je me disais, ça pue la merde. Tu vois, tu les repères, ça, avec le temps, tu les repères. Enfin voilà, on passe à la fin. Les news. De 1, et c'est parce qu'on est dans le thème du podcast, j'ai enfin sorti la batterie de ma KTM 890. Donc c'était samedi passé. Donc là, c'est officiel. Jusqu'à, je peux pas vous dire de date précise, dès que les beaux jours reviennent, je pense que ça tournera autour de mars quelque part. Plutôt début, fin mars, quelque part là-dedans. Je vais officiellement sûrement ressortir une de mes grosses motos, entre la ZX10R et la KTM. Mais pour l'instant, ce sera plus que ma Ninja 300 qui me servira de moto, de moyen de déplacement, et qui me permettra de rester motorisé en 2 roues pendant l'hiver. Donc voilà, que vous sachiez qu'il s'agisse de tout ce qui est TikTok, etc. Mais dans les grandes lignes, vous verrez plus que de la 300. Pour faire un dernier petit hommage de l'année, parce que c'est quand même ma première année avec la KTM, j'ai encore fait une vidéo. Cette vidéo est prévue de sortir la semaine prochaine, donc mercredi prochain, où je vous parle de ce dont je pense maintenant de cette moto. Dans la toute première vidéo que j'avais fait sur cette moto, et ce qui m'a aussi fait acheter cette moto, je trouvais que c'était the best moto pour les routes suisses, pour pouvoir un peu arsouiller et rouler de manière efficace, etc., etc., les road trips, machin, tout. Et maintenant, je vous en parle, entre guillemets, 1 an plus tard. Effectivement, le vrai an serait que je devrais attendre début mars 2023 pour vraiment avoir depuis 1 an la moto. Mais effectivement, ça sert à rien, parce que ça fera 6 mois que je l'aurais pas roulé. 6 mois, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Ça fera plusieurs mois que je l'aurais pas roulé, c'est plus correct. Donc je préfère vous faire la vidéo, je l'ai fait là, je l'ai déjà filmé il y a quelques semaines. Comme ça, j'ai encore bien les souvenirs de ce que je pense de cette moto, et je vais pas recommencer à faire une vidéo dessus alors que je la redécouvre d'une certaine façon, parce que c'est vrai, quand tu touches pas une moto pendant plusieurs mois, tu perds un peu les réflexes, tu oublies un peu peut-être les points négatifs, tu te retrouves nouveau en mode waouh, ça pousse de ouf parce que t'as passé tout l'hiver à rouler après avec une 300, tu vois. Donc je vous ai fait cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder quand elle sortira. De toute façon, vous serez avertis si vous me suivez sur TikTok ou Instagram. Normalement, je poste toujours quelque chose avec la sortie d'une vidéo. Et puis sinon, vous la notez sur votre petit calendrier, ou vous n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Putain, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. À mettre la petite cloche sur YouTube, comme ça vous êtes avertis quand il y a une nouvelle vidéo qui sort.
Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que ce deuxième podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à commenter, à liker. Ça m'aide énormément. Et puis sur ce, je vous dis ciao. Allez, bon hiver. Bon, moi, je vais aller me faire une petite tisane. Ça caille quand même vachement.